je vais vous parler des vêtements antiques, mais plus particulièrement de la symbolique des couleurs de ces vêtements. Je vous présente à vous, dans ma tenue de romaine, alors on va dire environ il y a 2000 ans, on ne rentrera pas trop dans les détails un siècle avant, un demi-siècle avant, mais 30 ans après Jésus-Christ. Bon, on se contentera d'un aperçu. On m'a confié 1 heure de votre temps. Je vais essayer de respecter ce timing. Donc, dans ma tenue de romaine, pour être correcte, j'ai l'obligation de porter un voile qui va au moins couvrir mes cheveux. Le cheveu est un élément qui est extrêmement personnel dans la culture romaine. Le cheveu n'est montré que dans le cadre familial ou avec des amis. Sûrement pas cheveux visibles par l'étranger. Et encore, les Romaines peuvent s'estimer heureuses, parce que si j'avais été grecque, d'abord je ne serais pas sortie souvent, et si j'étais sortie, je serais sortie comme ça, intégralement voilée. Non pas pour des raisons religieuses, mais uniquement pour des raisons de bienséance. Je vous rappelle que le cheveu est quand même associé à la féminité. Aujourd'hui, on a le droit d'avoir des cheveux longs, courts, etc. Mais il n'y a pas si longtemps que ça, le cheveu long était l'apanage des femmes. Et ne prenons qu'un exemple, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, quand on voulait punir les femmes qui avaient eu des relations sexuelles avec l'ennemi, avec l'Allemand, on leur rasait le crâne. Le cheveu a donc est un symbole bien particulier de la féminité. Bon, maintenant que nous nous connaissons un peu, voilà. Ce sera plus facile pour moi pour manipuler les différentes étoffes et les différents vêtements que je vais vous présenter. Donc, le vêtement dans l'Antiquité est un vêtement essentiellement drapé. Qu'est-ce que ça veut dire, vêtement drapé? Ça veut dire que c'est une simple pièce d'étoffe qui sort du métier à tisser, donc une pièce rectangulaire, dont on va faire un vêtement. Et c'est quand on met en place cette pièce d'étoffe que le vêtement va prendre un nom. Monsieur Cyril, voulez-vous être mon premier mannequin? Bon, je vous préviens, je ne suis pas venue avec mon quart de mannequin. Donc c'est vous qui allez faire les frais de cette présentation. Voilà une pièce d'étoffe qui pourrait sortir d'un métier à tisser, à dimension humaine. Le drapé, c'est quoi exactement? Pièce d'étoffe rectangulaire. À partir du moment où je vais la placer sur monsieur, tout simplement, monsieur devient descend, on fait abstraction des vêtements contemporains qui sont dessous. On pourrait bien sûr passer par la case 0, mais peut-être que j'aurai moins de volontaires après. Voilà. Or, si je mets une ceinture, c'est encore mieux. Mais à partir du moment où j'ai réalisé ce drapé, puisque c'en est un, cette pièce de tissu prend un nom. Ça s'appelle une exomide. C'est la même pièce de tissu, c'est une exomide. Suivant la façon dont on place l'étoffe pour la draper, le vêtement se constitue et prend un nom particulier. Il y en a d'autres, on ne va peut-être pas s'appesantir là-dessus. Monsieur, je pense que vous pouvez vous rasseoir, vous l'avez bien mérité. Donc, exomide, une simple pièce d'étoffe drapée. Si je regarde ma propre tenue, j'ai 2 pièces d'étoffe drapées. Première pièce d'étoffe. Elle part de là, elle monte au niveau des épaules, elle redescend, voilà, elle redescend par là, elle fait cette grande poche, elle remonte jusqu'à la taille et elle redescend jusqu'en bas. Ça part de là, ça monte à l'épaule, ça redescend, ça fait ce grand pli, cette grande poche, et ceinture jusqu'en bas. 3 mètres. J'ai exactement la même gamme.
3 mètres devant, 3 mètres derrière. Cette façon de draper, on a besoin d'accessoires. La ceinture, elle est indispensable. Elle ne l'était pas sur monsieur, elle l'est sur moi, bien sûr. Sinon, tous ces plis ne tiendraient pas. Également des fibules pour maintenir sur les épaules. Moi, j'ai choisi des fibules plaques qui, en fait, correspondent à des boutons de notre culture contemporaine, mais pour lesquels il n'y a pas de boutonnière. C'est-à-dire ce sont des boutons fixes, uniquement décoratifs. Comme sur certaines tenues militaires, où on a des ribambelles boutons qui ne sont là que pour la décoration, pour orner le vêtement. Bon, en ayant dit ça, vous vous doutez déjà que je ne suis quand même pas l'esclave du roi. J'avais le choix. J'ai choisi une tenue un peu plus riche, on va dire. Bon, on va dire un peu de vocabulaire, parce qu'il y en a qui aiment bien ça. Ce revers, ça s'appelle un diploïdos, c'est-à-dire ça vient en double sur la tenue. Ce grand pli s'appelle un colpos. Et après, il y a un semblant de jupe. L'ensemble s'appelle un chiton. Alors, chiton pour certains, chiton, si on le prononce à la façon des enseignants de grec. Je le prononce à la française, chiton. Je porte un chiton. Là encore, 2 pièces de tissu, quelques petits accessoires, et c'est la façon de mettre le vêtement en place qui donne le nom à ce vêtement. Donc je porte un chiton avec beaucoup de tissu. Plus il y a de tissu, c'est la règle générale, plus il y a de tissu, plus on est riche. Mais il y a également la qualité du tissu qui va influencer sur cette notion de richesse personnelle. Il y a également la couleur de ce tissu. Vous remarquez que je suis restée modeste. Je n'ai pris qu'une couleur relativement naturelle. Les couleurs, on en reparlera dans un petit moment. Quantité de tissu, qualité de tissu, coloration, intensité de cette coloration, c'est ce qui va définir la position sociale de la personne dans l'Antiquité romaine. Quand je dis romaine, c'est Rome est le centre, mais c'est tout l'Empire romain, bien sûr, qui est concerné. Antiquité romaine, oui, par rapport à la quantité de tissu et au code. Mais si on compare à ce que nous vivons, vous, aujourd'hui, vous vous habillez en gros comme vous voulez ou comme vous pouvez en fonction de vos moyens. Mais si vous préférez manger des pâtes et porter une jolie robe ou une belle veste, c'est votre choix. Dans l'Antiquité romaine, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'on est obligé de s'habiller en fonction de sa position sociale. Ce n'est pas un choix. Si on est riche, on doit le montrer. Si on est pauvre, on n'a pas le choix. On fait avec ce qu'on a. Et évidemment, la couleur va intervenir dans tous ces éléments-là. Donc ça, c'est le drapé. Mais j'ai autre chose dessus. On le voit ici. On le voit aussi entre les 2 pièces de tissu qui constituent mon chiton. À Rome, on est capable de faire de la couture. Et d'ailleurs, la couture existe depuis environ 20 000 ans. On a trouvé des aiguilles à coudre. Bon, ce temps-là, on cousait des peaux de bête. Après, on va coudre du tissu. Rome sait coudre, mais on va dire n'aime pas coudre. Pourtant, les Romains savent très bien utiliser les aiguilles. Ils sont capables de faire des broderies magnifiques. Mais coudre, c'est pas leur truc. Par contre, on peut quand même se contenter de ce qu'on appelle le cousu large, c'est-à-dire qu'on associe des pièces d'étoffe de façon très simple. Quand je dis très simple, voilà ce que ça peut donner. Dans le métier à tisser, on tisse 2 grandes pièces, 2 plus petites. On les coud essentiellement au surjet et on monte ce qu'on appelle, il faudrait faire les coutures de côté bien sûr, ce qu'on appelle une tunique. Et on parlera de tunique chaque fois que sur les pièces tissées de forme géométrique simple, sortant du métier à tisser,
On aura rajouté un petit peu de couture, une couture simple aussi. On parle alors de tunique. Ça, c'est ce qu'on appelle une tunique en T. T comme t-shirt. Voilà, donc la tunique en T, mais on peut aussi avoir des formes plus simples. Celle qu'on appelle la tunique colobe. Voilà. Cette fois-ci, j'ai simplement assemblé deux grands rectangles de tissu. Il y a un passage pour la tête, un passage pour la tête, un passage pour les bras. On est vraiment dans une couture extrêmement simplifiée, mais efficace parce que tout ça, pour tous ceux qui l'ont testé, c'est quand même bien confortable. Nous, aujourd'hui, on ne fonctionne pas comme ça. On va découper une encolure, on va découper une emmanchure, on va rajouter un poignet, etc. Pourquoi l'Antiquité ne le fait pas? Au moins l'Antiquité romaine, sachant que tout ce qui est culture celte, c'est autre chose. On est dans une autre culture, et du coup les règles ne sont pas tout à fait les mêmes. On ne coupe pas, parce qu'on a eu trop de travail pour réaliser le tissage. Le tissage est un travail long, fatigant, qui doit être très précis, qui demande une attention énorme. Vous vous rendez compte qu'il y a des fils qui sont fixés verticalement, tendus par des pesons, qu'ensuite on passe les fils dessus, dessous, dessus, dessous, et on part à contresens, dessus, dessous, dessus, dessous, pour arriver à faire des surfaces comme ça. C'est un travail extrêmement long, et donc extrêmement précieux. D'où l'exomide. Une fois qu'on a fait la pièce d'étoffe, on va s'en servir telle qu'elle, sans l'endommager. En plus, à l'usage, quand on a tissé des pièces de ce genre-là, au bord, il y a ce qu'on appelle les lisières. Et les lisières sont des endroits qui ne s'usent pas, qui ne s'effilochent pas. On n'a même pas besoin de faire d'ourlet. Alors que nous, aujourd'hui, on va acheter 1 mètre, 2 mètres dans un rouleau de tissu. Et si on veut que le bord soit propre, il faut bien faire un ourlet pour le rendre propre. Alors, on essaie dans la reconstitution de ces vêtements de type antique d'être au plus près des silhouettes. Notamment, ma tenue est une reproduction d'une des statues de Pompéi qui se trouve actuellement à Florence. On essaie d'être au plus près de ce modèle. Mais malheureusement, moi en bas, j'ai dû faire un ourlet, etc. Par contre, dessous, je porte effectivement une tunique colobe, une tunique sans manches. Ce que je vous ai montré là, c'est du lin. Du lin à l'ancienne. Un lin qui a l'avantage de se laver facilement et surtout de ne pas avoir besoin d'être repassé. Ce qui n'est pas le cas des laines actuelles, qui se transforment en torchon, en chiffon, au bout de quelques minutes à la chaleur du corps. La raison en est la fabrication même des fibres. Dans l'Antiquité, le lin est traité par un rouissage naturel dans de l'eau, et il y avait même des secrets de famille pour rouir le lin, c'est-à-dire lui enlever l'espèce d'écorce qu'il y a sur la fibre, la partie qui est plus craquante, plus colorée, pour ne garder que la fibre à l'intérieur de la tige de la plante, qui est le lin. Et du coup, cette façon de rouir le lin, ces façons, puisqu'il y avait plusieurs façons en fonction des secrets de famille, permettaient au lin, aux fibres de lin, de garder toute leur intégrité, toute leur souplesse naturelle. Et ça a été lavé je ne sais combien de fois et jamais repassé. Pourtant, alors il y a éventuellement les plis parce que c'était rangé dans un sac, mais il n'y a pas de chiffonnage de ce type de lin. Aujourd'hui, le lin, on sait bien que ce n'est pas le matériau le plus facile à gérer, on va dire, parce que c'est toujours agréable au corps, mais c'est difficile de le garder en bon état. Vous avez remarqué que le lin n'est pas blanc, couleur naturelle. Si on regarde même des lins un peu plus anciens,
tout le monde connaît ça, c'est un mot de chemise fin 19e, début 20e. Le lin, c'est gris, un peu marron, c'est gris. Et c'est sa couleur naturelle. Moi, je me suis mis du blanc. Entre les deux, il y a une sacrée différence. Comment fait-on avec du lin pour passer de cette couleur naturelle à celle-là? Il n'y a pas 36 000 solutions. L'eau de Javel, l'eau oxygénée. On arrive à blanchir avec de l'eau de Javel, de l'eau oxygénée. Des produits qui n'étaient pas connus dans l'Antiquité. Ça veut dire que cette couleur blanche était impossible dans l'étoffe d'il y a 2000 ans. C'était ça. Peut-être un peu plus clair, parce qu'à force des lavages, quand même, ça s'éclaircit. Et encore, quand je dis lavage, le produit essentiel du lavage dans l'Antiquité, c'est l'urine. Vespasien a fait des fortunes avec sa récupération d'urine. De l'urine humaine d'ailleurs, hein, pour le lavage. À force d'utiliser l'urine, bon, il va y avoir une espèce d'usure des fibres qui vont s'éclaircir un petit peu, mais l'urine ne contient que de l'ammoniac. Et l'ammoniac n'a jamais rien blanchi. Ça dégraisse éventuellement, ça nettoie par la même occasion, mais ça ne blanchit pas. Donc pas de blanc avec l'urine. Bon, par contre, il est conseillé de bien rincer après. Parce que là, on sait bien que l'argent n'a pas d'odeur. Des expressions comme ça qui nous viennent de l'Antiquité. Il y a des textes qui parlent, des textes antiques, qui parlent d'une technique de blanchiment avec du soufre. Et il y a tout un processus qui est décrit, un espèce de brasero, où on va mettre de la braise par définition, et dessus on va mettre des morceaux de soufre qui dégagent des vapeurs particulières. Une grosse cloche, en osier par exemple, par-dessus, et on met l'étoffe par-dessus. Et c'était décrit comme système de blanchiment dans la période antique. Alors évidemment, il y a des expérimentateurs qui ont dit, mais puisque c'est écrit, on va le faire. Le résultat n'est pas du tout celui attendu. D'abord, ça ne blanchit rien du tout. Ensuite, éventuellement, ça tache un peu en jaune. Donc, c'est sûrement pas ça. Par contre, il y a des textes du Moyen-Âge qui reparlent de la même installation et qui disent qu'on utilisait ça pour désinfecter le linge après une maladie, après une épidémie. Donc, ce n'est pas du tout une question de blanchiment, c'est une question de désinfection, de purification. J'insiste sur le mot parce que dans les vêtements antiques, chaque fois qu'on va vouloir parler d'une couleur pure, on va dire le blanc. Mais est-ce que ce blanc existe? Non. Est-ce qu'il est idéalisé pour des raisons de pureté? Oui. Donc chaque fois qu'on parle de blanc, pour les vestales par exemple, c'est un blanc idéalisé et pas du tout un blanc réalisé sur les pièces d'étoffe. Du coup, si on veut du blanc, il faut tricher. Et une des façons de tricher, la plus classique, c'est la poudre de craie. On enduit l'étoffe d'une poudre de craie. La craie pulvérulente reste quand même assez longtemps dans les fibres du tissu pour donner l'illusion d'un blanc. Ce n'est que provisoire. Ça ne résistera ni au temps ni au premier lavage, bien sûr. Et là, on en est sûr, puisque là aussi, il y a un texte qui va parler d'un candidat. Le candidat est celui qui, d'après le latin, est candide, donc est pur. Peut-être à rappeler à certains des nôtres. Le candidat qui se présentait à la curie pour la première fois était supposé s'y présenter pur, donc idéalement blanc, et un texte parle du blanchiment à la craie de sa tenue.
Ce qui sous-entend bien sûr que les autres n'étaient pas blancs. Sinon, il n'aurait pas été le candidat au milieu de tous les autres. Le blanc, donc, couleur idéale et non pas réalisable. Mais il y a un impact sur toutes les autres couleurs. Parce que nous, si on veut faire de la teinture, idéale teinture, ou je ne sais pas trop quoi, si on part d'un blanc et qu'on met une teinture au rouge dessus, ce qu'on va obtenir, c'est du rouge. Si on part d'un ton comme ça, est-ce qu'on va obtenir le rouge annoncé? Bien sûr que non. Du coup, toutes les couleurs vont être des couleurs, j'ai envie de dire, en demi-ton. C'est-à-dire, c'est pas vraiment du rouge, c'est pas vraiment du jaune, c'est pas vraiment du blanc, sauf si c'est de la soie. Parce que la soie a la particularité d'être quasiment incolore au naturel. Quand on la voit sortir des systèmes de tissage, on la voit blanche, mais en fait, elle est quasiment incolore. Et dès qu'on met un colorant dessus, la soie prend la totalité de la couleur. Donc, dans l'Antiquité, si on veut avoir une vraie couleur bien puissante, c'est sur de la soie. Sinon, sur le lin et sur la laine, qui sont les deux matériaux essentiels du vêtement antique, on ne peut pas avoir des couleurs pures. On peut renouveler les bains de teinture pour essayer d'améliorer ça. Mais sur une base qui n'est pas blanche, on ne peut pas obtenir une couleur franche. J'ai dit lin, laine. Oui, les deux matériaux essentiels. Le lin, j'en ai suffisamment parlé. La laine, au naturel, elle n'a jamais été blanche non plus. Il n'y a que les moutons de la crèche qui sont blancs. En dehors de ça, au mieux, un mouton lavé est comme ça. Ça, c'est de la laine vierge, pure. Laine blanche. Mais tous les moutons ne sont pas blancs. Donc, on n'obtient pas forcément de la laine blanche à partir des moutons, sauf si on fait un tri. Sinon, on obtient des choses comme ça. Si on prend du mouton tout venant, on a ce qu'on appelle la couleur bure, qui est donc un symbole de pauvreté aussi, puisque avec l'installation de la religion chrétienne, les moines vont s'habiller de bure, parce qu'ils ne trient pas les moutons, ils ne traitent pas la matière première, ils utilisent le tout venant, et ça donne des choses de ce genre-là. La première fois qu'on entend parler d'une sélection humaine, les premiers OGM, c'est dans la Bible à propos de Jacob. Jacob travaille chez son oncle pendant 14 ans et à la fin, bon, il épouse un peu sa fille aussi au passage, hein, mais au bout de 14 ans, il dit à son oncle que peut-être il mériterait salaire, hein, ce qui paraît quand même la moindre des choses. Bon. Et il conclut un accord pour qu'il n'y ait pas de tricherie. L'oncle a un gros troupeau de moutons et ils disent tous les deux, on va partager le troupeau. Mais si on le partage comme ça, il peut y avoir des tricheries. Je t'en vole un, je prends un autre, etc. Du coup, ils vont séparer les moutons en fonction de leur couleur. L'oncle va garder tous les moutons blancs, jaunâtres, ce qui fait qu'a priori, les descendants de ces moutons vont être clairs aussi. Et Jacob, lui, prend tous ceux qui sont tachés, tous ceux qui ont du marron, du noir, ou du beige, ou du gris. Et du coup, dans la Bible, on parle donc de la première sélection d'espèces, de façon à fixer des races différentes qui vont donner des produits différents. Et que ce blanc, c'est quand même pas si évident. Le blanc, ça peut être aussi en provenance du coton, parce que j'ai dit laine, mais le coton, tout le monde y pense surtout que très souvent dans les textes égyptiens, on parle de coton, alors que c'est faux, c'est pas du coton dont il s'agit, c'est du lin.
Mais le coton existe pourtant et existe depuis très longtemps. Seulement le coton était cultivé dans la vallée de l'Indus au départ. Donc on est en Extrême-Orient. Pour faire venir du coton, avant de le cultiver dans des zones plus accessibles, avant de cultiver ce coton, de récupérer ce coton, il fallait le faire venir de l'Extrême-Orient. Caravanes, bateaux, etc., les aléas du voyage, les bandits de toutes sortes. Le coton arrivait au même prix que la soie, qui elle aussi venait d'Extrême-Orient. Puisqu'en ce temps-là, on ne savait même pas que la soie était produite par un animal, un papillon, qui tissait un cocon, etc. Donc ces produits arrivaient au même prix. Question classique, hein. On vous fournit une pièce d'étoffe en soie, une pièce d'étoffe en coton, au même prix. Le choix est vite fait. Du coup, il n'y avait pas de coton. Pourtant, les Romains connaissaient le coton, mais ne l'utilisaient pas, trop cher pour un matériau qui n'était pas noble. Comme autre matériau, il y avait de l'ortie qui était utilisé. Alors l'ortie, le bord de ses feuilles est piquante, est urticante, ok. Mais la fibre qui est à l'intérieur de la tige est extrêmement douce. D'ailleurs, l'ortie revient sur le marché actuellement. Vous avez peut-être des t-shirts sur lesquels vous lirez l'étiquette RAM, R-A-M-E, ou Rami, R-A-M-I-E. C'est tout simplement de l'ortie. Il y avait aussi du chanvre. Au niveau d'un textile vestimentaire, le chanvre, c'est quand même un petit peu désagréable au contact de la peau. Du coup, le chanvre était réservé au cordage, à la fabrication de différents objets, mais pas beaucoup pour le vêtement, sauf si vraiment on était trop pauvre et qu'on n'avait que ça sous la main. Bon, voilà pour les matériaux. Donc, d'ailleurs, le coton naturel, le coton naturel, ça donne ça. Hein. Un coton cultivé, filé, tissé à la maison, ça donne ça. Donc quelque chose, encore une fois, qui n'est toujours pas blanc. Tant qu'on n'a pas les moyens de blanchir, vous avez bien compris qu'on ne peut pas obtenir des couleurs. Mais vous avez là sur l'estrade un ensemble de couleurs qui sont assez représentatives, en fait, de l'Antiquité. La conclusion est que la couleur va être importante, la qualité va être importante, mais attention, tout ce qui est motif, que ce soit des galons, que ce soit des couleurs différentes au sein d'une même étoffe, va relever d'une culture particulière. Si je vous montre ce genre de choses, est-ce que j'ai besoin de préciser ce dont il s'agit? C'est le paréo. Donc c'est les îles. Non. On n'a pas ça dans nos régions. Ou tout au moins, on utilise quelque chose en sachant que ça vient d'ailleurs. Si je vous montre ça, c'est africain. Indéniablement, c'est africain. On pourrait continuer comme ça. Si je vous montre ça. Indien, on est bien d'accord que couleur et motif correspondent à des cultures que l'on distingue bien. Si je vous montre ça. Oui. C'est écossais, irlandais éventuellement. Attention, ça n'a rien à voir avec des carreaux qui pourraient être des carreaux de l'Antiquité. Là, j'ai des motifs. Bon, ce ne sont pas tout à fait les mêmes, d'accord. Mais surtout, ce qui fait la différence, c'est l'intensité colorée. Là, on est dans l'Antiquité,
avec des couleurs toujours en demi-ton. Là, on est dans du flashy, qui est beaucoup plus moderne. Ceci n'est pas romain. Quand on a des motifs à l'intérieur même d'une étoffe, on est en culture celte. Chez les Romains, par contre, c'est toujours de l'uni. Il y a une raison précise à ça, c'est que le mode de fonctionnement des Celtes n'est pas du tout le même que le fonctionnement des Romains, et en gros de tous les Méditerranéens. Les Celtes vont teinter leurs fils en faire des pelotes, et ensuite tisser. Du coup, ils peuvent s'amuser à faire des motifs dans le tissage, alors que les Romains ont un fonctionnement beaucoup plus linéaire. Toi, tu tisses, toi, etc., tu colores. La coloration se fait après le tissage. Et du coup, quand on colore la pièce, c'est la pièce entière qui est d'une certaine couleur. Et ces couleurs, justement, bon, le blanc, je crois qu'on en a suffisamment parlé, hein, couleur idéale et jamais obtenue, sauf par un artifice particulier. Ah si, il y a peut-être 2 mots à dire sur la teinture. Les teintures sont végétales. C'est-à-dire que pour teindre, que ce soit de la laine ou du coton, on utilise des plantes. Ces plantes donnent des couleurs. Chaque plante a sa couleur particulière en résultat, même si en fonction des recettes, on peut obtenir plusieurs couleurs à partir d'une même plante. Grande différence avec les peintures. J'articule bien, parce qu'en teinture, ce sont des plantes, et sur une base qui est donc toujours écrue, grège, beige, etc. En peinture, on utilise des minéraux. Et ce qu'on obtient comme résultat est totalement différent. Ça veut dire qu'il faut être extrêmement attentif. Quand on voit une peinture à fresque, par exemple, et qu'on voit une belle tenue, je ne sais pas, rouge, rose, bleu, violette, ou je ne sais trop quoi, attention. Ce que vous voyez, c'est de la peinture et pas de la teinture. Du coup, la réalité peut être bien différente de ce qui a été représenté. Là, il y a vraiment des précautions à prendre quant à l'interprétation des couleurs. La couleur la plus présente dans l'Antiquité, c'est tout ce qui est à base de rouge. Mais le rouge peut prendre des degrés différents en fonction de la façon dont ça a été travaillé, dont ça a été teinté, en fonction aussi du matériau de base. Le rouge est essentiellement obtenu à partir de la garance. Et cette garance, on va la retrouver jusqu'au XXe siècle. Les pantalons des soldats de la Première Guerre mondiale étaient rouge garance, ce qui n'était pas un gros avantage d'ailleurs. Et le bleu horizon, c'était pas franchement mieux non plus. On parlera du bleu tout à l'heure. Voilà une pièce d'étoffe. Elle n'est pas franchement plus grande que l'exomide de tout à l'heure. Un petit peu plus quand même. Ah oui, il y a eu un rajout de fait. Ah ben oui, mon tisserand avait fait cette pièce-là. Comme elle était trop petite, on allait rajouter un morceau. Bah oui, pourquoi pas. Madame, s'il vous plaît. Je vous ai dit que je portais un chiton. On va construire un autre vêtement en rouge, justement, même si c'est un rouge qui n'est pas aussi flashy que ce qu'on peut appeler rouge aujourd'hui. C'est quand même un peu grand par rapport à votre taille. Justement, non, tout va bien. On va réussir à faire des choses sur mesure. Ben oui, forcément, puisqu'il n'y a rien de cousu préalable. Donc c'est facile d'ajuster. Voilà, merci. Du coup, j'ai rajouté pour rien. Non, ça va faire un volant, ce sera bien. Vous remarquez qu'on a toujours ce type de décolleté. Alors nous, pour faire, on voit sur toutes les tenues, hein, on a toujours une souplesse de l'encolure. Nous, pour faire une encolure arrondie, on coupe, on fait un boulet, on met une fantaisie au bord, etc.
Dans l'Antiquité, comment obtient-on cette souplesse de l'encolure? Tout simplement en décalant le pliage. Plus je décale le pliage, plus l'encolure est visible. Et comme dessous, de toute façon, on est supposé porter une tunique de décence, tunique à talaris, c'est-à-dire elle couvre même les talons, ma tunique, de dessous. Hein, ça va au ras de la chaussure. Donc même si le décolleté est très profond, c'est pas un problème, il y a quelque chose dessous. Oui, bah, faut faire tenir l'épaule quand même. Donc là, pas de surprise. J'utilise une fibule, très moderne, hein, mais c'est une fibule. Ardillon, ressort, dos, sabot. C'est une vraie fibule contemporaine, donc en inox. Avantage, elle ne bouille pas. Je vais donc fixer une épaule avec une fibule. Et une fois, en gros, c'est terminé. Allez. Une fibule sur la deuxième épaule. Et si je fais des statistiques colorées sur le vêtement, dans l'Antiquité romaine, c'est ce type de couleur associé aux couleurs naturelles qui va être le plus présent. Alors que si aujourd'hui, je regarde et si on fait des statistiques sur vous, la couleur la plus présente, c'est le bleu. Avec toutes ses variantes, bleu sombre, bleu plus clair, bleu plus lumineux, etc. Le bleu a pris de l'importance au fil du temps, viendra, et aujourd'hui, le bleu est la couleur la plus utilisée par la population. Dans l'Antiquité romaine, c'était le rouge qui était la couleur la plus utilisée. Associée, je répète, aux couleurs naturelles quand on n'avait pas fait de teinture. Bon, on va mettre une ceinture quand même, parce que sinon... Allez. Hop. Ce vêtement, parce que maintenant c'est plus une pièce tissée, c'est un vêtement, je l'ai mis en place, donc on parle de vêtement. Ce vêtement porte un nom particulier, évidemment, comme chaque fois. C'est le fait de le mettre en place qui donne le nom. Moi, je vous rappelle, je portais un chiton avec un diploïdos. Ben, le diploïdos, on le retrouve. Mais par contre, ce vêtement-là n'est fait que d'une seule pièce de tissu. Alors que moi, j'en avais deux. Ça s'appelle un péplum. Et vous irez peut-être voir ce soir des films péplum. C'est-à-dire, les films ont repris le nom d'un vêtement antique comme symbole de ce cinéma pseudo-historique sur la Rome antique. L'intérêt du péplum, c'est que ça permet, s'il n'y a rien dessous, d'avoir des actrices très sexy. Hein? C'est la cuisse. Bon, le décolleté, il n'est pas bien grand, mais il y est, on peut le faire beaucoup plus grand, auquel cas ça devient encore plus sexy. C'était une façon un petit peu détournée du cinéma hollywoodien pour ne pas avoir affaire à la censure, en fait. Sous couvert d'histoire, mais d'une histoire aménagée, c'est-à-dire pas prendre les péplums pour argent comptant en matière de vêtements au moins. Déjà, dans tous les films, il y a du blanc à ne plus savoir qu'en faire. Et puis, il y a des femmes habillées de façon très sexy, il n'y a pas d'autre mot, alors qu'en fait, les Romaines étaient extrêmement prudes. Vous avez bien vu que je me suis présenté à vous avec un voile sur la tête qui dissimulait mes cheveux. Alors, ne pas confondre les péplums avec les péplums. Je vous remercie, madame. Couleur rouge, donc, couleur très importante. On peut la trouver sous une forme très intense, comme celle-ci. Là, c'est de la laine. Parce qu'on parle souvent des vêtements d'été en matière de vêtements. Ne pas oublier qu'il y a aussi des manteaux. Parce que on n'a pas l'été 12 mois sur 12. Ceci est une cape. Je vais prendre dans le bon sens, ce sera mieux. Voilà. Cape dite semi-circulaire. Vous remarquez quand même que pour faire des vêtements drapés, finalement, il faut beaucoup plus de tissu
que pour nos vêtements contemporains. Donc, cette cape, je vais la porter soit de façon symétrique, soit sur la tête, en l'absence de voile, ça servira de voile, soit ce qui était très apprécié des Romains en matière de vêtements, c'est de façon asymétrique. Un manteau qui n'est fait que d'un demi-cercle de lainage. Et le demi-cercle, le tisserand, c'est le fer. On sait tisser une pièce d'étoffe directement comme ça, avec des lisières bien propres tout au bord. On n'a pas besoin de tailler. Voilà, donc le rouge. Est-ce que vous avez des questions à poser par rapport au rouge? On va passer à une autre couleur. Ça va? Je disais donc que... La grande cape, là? Ah, c'est des teintures à la Garance. Alors là, il va falloir tricher un peu, il va falloir mettre un peu de fer, quand même, je pense, pour obtenir un ton aussi profond, aussi intense. Mais c'est de la laine, et la laine prend bien mieux les colorants que le lin. Le summum, c'est la soie. Ça, c'est le matériau qui prend le plus la couleur. Ensuite, c'est la laine qui se teinte bien. Le lin vient après. Le lin est plus difficile à teinter. La couleur est plus difficile à stabiliser. Comme oui. Les corridas, c'est dans les arènes antiques, le fait que ce soit rouge pour les taureaux. Alors, le rouge pour les taureaux, ça n'a rien à voir avec les taureaux, puisqu'on sait que les taureaux ne voient pas les couleurs. Au moins, ils voient en noir et blanc. Mais le rouge, c'est peut-être intéressant de faire justement, d'aller un petit peu plus loin que la période antique. Le rouge qui, dans l'Antiquité, a surtout valeur de victoire, de réussite. Lors des triomphes, c'est en rouge que vont défiler les militaires. Le rouge, symbole donc de pouvoir, de réussite, de triomphe. Mais ça, cette symbolique-là, elle est valable pour l'Antiquité, parce que le sens va changer au fil des siècles. Quand on arrivera au Moyen-Âge, c'est davantage la notion de sang qui sera retenue. Par exemple, la mariée sera en rouge, parce qu'elle est supposée se marier vierge, et que le mariage va déclencher un saignement. Et elle porte cette couleur rouge sur elle. Le rouge aussi pour les bourreaux. Là, c'est pour des questions plus pratiques. Voilà, ça tâche moins, enfin, je sais pas, des choses de ce genre-là. Donc, attention, je disais que les couleurs étaient attachées à des cultures, mais à un moment précis de l'histoire. Lorsque les siècles défilent, les symboles peuvent changer de valeur. Et ce rouge, effectivement, en est un exemple. Au Moyen-Âge, on va avoir donc un rouge sang. Le temps passant, ça va même être un symbole de honte. Ne dit-on pas rougir de honte? Alors c'est vrai que le rouge monte aux joues, mais peut-être pas de là à dire rougir de honte. On tient cette expression de la fin du Moyen-Âge, où le rouge pouvait être associé à la honte, peut-être à travers les bourreaux, justement. Je pense que les bourreaux n'étaient pas trop appréciés dans la population. On peut l'imaginer comme ça. Le rouge, aujourd'hui, évidemment, n'a plus du tout ni la valeur de triomphe, ni la valeur de sang du Moyen-Âge. C'est plutôt une valeur de fête, que ce soit les fêtes à Bayonne ou ailleurs. Le rouge est associé pour nous à la fête, comme une couleur de joie, on va dire plutôt, de fête. Si je prends un vêtement comme ça, alors couleur naturelle du lin, lavé plusieurs fois. Quand je dis laver plusieurs fois, malheureusement, moi je lave avec les lessives contemporaines, qui contiennent des sulfates et des phosphates, et qui évidemment agressent le tissu et le blanchissent. Ça, au départ, c'était bien couleur lin, mais à force de le laver, c'est devenu plus clair.
on a bien une tunique, colobe, c'est-à-dire sans manches. Ah, mais il y a une fantaisie. Au lieu de faire des coutures sur les épaules, j'ai mis des petits boutons, des petites perles. C'est la version féminine de la tunique colobe. Est-ce que une dame... Allez, au travail. Tu plonges là-dedans. C'est colobe, donc tu vas jusqu'au bout, tu sors la tête, elle a une main de chaque côté. Voilà. On a donc cette tunique colobe qui se met en place. Bien sûr, il faudrait une ceinture pour maintenir ça en place. N'oubliez pas que cette tunique aurait dû se trouver normalement sous ce péplum. Si, bon, là, on voit les pièces détachées, de façon à ce que vous puissiez bien suivre l'habillement. Je vais utiliser une autre couleur. Après avoir parlé du rouge, on peut peut-être parler du orange. Chez nous, le orange, à part la notion de jus de fruits, il n'y a pas grand-chose d'associé au orange dans notre culture. Par contre, dans l'Antiquité, le orange est le orange flamboyant, soie de préférence. J'ai pas de soie, donc c'est un orange qui n'est pas brillant. Pour obtenir du orange, la plante la plus utilisée, c'est le safran. Alors le safran, on savait déjà l'utiliser comme épice, mais on l'utilisait surtout comme teinture. Cette couleur safran était associée à la lumière. Nous, on ne dira pas que le soleil est orange. C'est pas notre façon de voir les choses. Voilà une immense pièce qui va venir... Oui, c'est trop long, il faut que je l'attache, toi. Parce que sinon, tu vas t'embêter. J'ai commencé à parler du orange. Laisse bien tes bras. Hop. Pratique, hein, on ne fait pas de relief. On remonte un peu. Voilà. Cette couleur orange, je disais, est associée à la lumière. Et du coup, si je revais notre mannequin de ce voile, il s'agit d'un voile. Il est très grand, mais ça ne reste qu'un voile. Alors, je me permets de le passer sur ta tête. Et voilà. On a parlé de la mariée du Moyen-Âge qui était en rouge, liée à la couleur du sang. Là, on a la mariée de l'Antiquité, liée au orange, liée à la lumière. Et là encore, ça va faire appel à notre vocabulaire actuel. Parce que, j'ai dit, c'est la couleur du soleil, c'est la couleur de la lumière. Comment obtenir de la lumière dans l'Antiquité? C'est la lampe à huile, c'est le feu, c'est la flamme. Le feu, alors qui dit feu dans l'Antiquité dit lumière, certes, mais dit aussi chauffage. On se chauffe grâce à un feu, à des braseros de toutes sortes. Également, la lumière, le chauffage, mais également la cuisine. Toute la cuisine se fait au feu. Barbecue tous les jours. C'est pas mal. Du coup, cette symbolique se retrouve dans le voile de la mariée de l'Antiquité. Ce voile s'appelle un flammeum. Encore une fois, on donne un nom en fonction de la façon de le porter, mais aussi en fonction de sa couleur. Flammeum de flamme. Le flammeum, donc, étant
le symbole d'un nouveau foyer. Aujourd'hui, quand des jeunes gens se marient, on dit qu'ils fondent un foyer. Ce n'est pas un foyer réel pour nous. On va appeler foyer la maison, la petite famille. Dans l'Antiquité, c'était effectivement allumer un nouveau feu, par nécessité. Et ce foyer est symbolisé par le flamméo, que la jeune mariée va porter en principe 40 jours d'affilée. Elle annonce fièrement son nouveau statut d'épouse et donc de feu, de lumière, de chaleur, etc. C'est un peu restrictif quant au rôle de la femme. Bon, évidemment, il y avait des femmes qui étaient des lettrées, il y avait des femmes qui étaient des intellectuelles, il y avait des femmes qui avaient des hautes positions dans la société. Bon, la majorité des femmes étaient destinées au foyer. Voilà pour le orange, et donc coloration au safran. Il y a une autre couleur qui est un petit peu... Il y a une autre couleur qui est un petit peu plus spéciale. Oserais-je? Tu enlèves ton voile, s'il te plaît. Alors là, une couleur très particulière, le jaune. Le jaune va être obtenu avec une plante. Et là encore, le jaune sera d'autant plus beau que éventuellement on a de la soie ou un teinturier qui sait très bien faire son travail. Mais le jaune a une particulière... Non, je ne vais pas te demander de défaire ton chignon, mais j'imagine des cheveux défaits. Parce que ce jaune va être associé à une déesse qui est Aphrodite. Alors Aphrodite, c'est à la fois la déesse de l'amour, mais aussi il y a ce côté un petit peu pervers de l'amour qui, on va dire, qui dérape un peu. On va le dire comme ça. Du coup, ce jaune va être associé à la trahison, quelque part. Et c'est ainsi que dans les premières représentations de l'Église chrétienne, Judas va être représenté en jaune. C'est celui qui a trahi Jésus. Et du coup, on ne sait absolument pas s'il était habillé en jaune, ça on ne peut pas savoir. Mais la représentation se fera avec du jaune, symbole de trahison. Et dans l'Antiquité, ce jaune donc va être réservé à toutes les personnes qui ont des fonctions qui sont à la limite de la bienséance. Alors parmi ces personnes, il y a tous ceux qui font du théâtre. Et je vous rappelle qu'à l'époque, par exemple, de Molière, les théâtreux étaient excommuniés. Donc c'est quelque chose qui a duré. Aujourd'hui, on ne s'en préoccupe plus, et tant mieux. Également les musiciens, les danseuses. Les danseuses, on comprend un peu pourquoi, parce que peut-être c'était un peu olé olé. Je vais lui mettre un vêtement assez grand, ben, ma foi, on a les moyens. Hein. Voilà, officiellement en soie, en fait c'est pas vrai, mais c'est pas grave. Tellement grand qu'on a du mal à... vous voyez qu'il est parfois un peu difficile en tant que personne de s'habiller toute seule. Alors souvent on dit on s'est habillé par les esclaves. Par les esclaves, ou l'ami, ou la mère, ou la sœur, ou la tante, ou la copine, peu importe. Mais c'est vrai que l'aide de quelqu'un est souvent bienvenue. Je vais là aussi faire un diploïdos. C'est un vêtement que je vais faire avec une seule pièce de tissu. Donc encore une fois, c'est un péplum, comme le rouge de tout à l'heure. On n'est pas dans les mêmes dimensions, mais c'est malgré tout un péplum. Cette fois-ci, j'espère qu'il sera sexy. Voilà, je plie en deux. On va... Est-ce qu'on fait un décalage? Non, on fait même pas de décalage. Allez, on va mettre une fibule. On va fixer une épaule, hein, ce que j'ai fait sur vous. Cette fois-ci, c'est en jaune. Donc, une image bien différente
Allez, hop. Hop, hop, hop. Voilà. Vous remarquez, j'ai la même chose sur ma tenue. Les vêtements sont éventuellement lestés. Le lest permet d'avoir une tombée du tissu beaucoup plus intéressante et va permettre aussi à madame qui du coup joue le rôle de danseuse, lorsqu'elle va tourner, d'emporter le tissu. Voilà. Je fais une petite ambiance. Tenue des danseuses. Vous remarquerez que je n'ai mis qu'une seule fibule. C'est très chic. C'est très danseuse. Et on comprend donc ce sens du jaune associé à quelque chose qui ne relève pas tout à fait de la morale conventionnelle, qui est un petit peu à part. Et du coup, tout le monde de la prostitution va être également en jaune en ce temps-là. Tout au moins symboliquement, il n'est pas sûr que toutes les prostituées aient pu revêtir des vêtements jaunes. Enfin bon, quand quelqu'un est en jaune, ça veut dire que on n'est pas dans la morale de droite lignée. On est un petit peu à part. Ce jaune, malheureusement, va être utilisé au fil du temps, toujours avec ce sens de perversion. Offrez un bouquet de roses jaunes à votre compagne ou compagnon. En langage des fleurs, c'est la séparation. Le jaune cocu. Tout le monde connaît cette expression. Malheureusement, il y a des choses beaucoup plus graves que ça. On a un roi, Louis IX, qu'on appelle aussi Saint-Louis, qui était un roi extrêmement catholique. Et en fonction de sa foi, il ne voulait absolument pas que des catholiques puissent épouser des gens qui n'étaient pas catholiques. Qu'est-ce qu'il y avait comme religion en Europe en ce temps-là? Il y avait les Juifs. Et du coup, c'est Saint Louis qui, le premier, a demandé aux Juifs de porter un insigne, quelque chose de jaune. Ça pouvait être un vêtement ou ça pouvait être simplement une rouelle, un cercle de tissu jaune. Le but était que les bons catholiques ne les fréquentent pas. Voyant jaune, on pouvait se préserver de ça. Et du coup, cette histoire s'est retrouvée au XXe siècle. Non plus sous forme de rouelle, mais sous forme d'étoile. Le principe était le même. On a une couleur, un symbole associé depuis des milliers d'années. C'est toujours le même symbole. Celui-là n'a pas changé, contrairement au rouge. Et les Juifs étaient donc reconnus grâce à leur étoile jaune. Valeur encore aujourd'hui. Et on ne pense pas toujours qu'en disant jaune cocu, on fasse référence à ça. Je sais pas, on a utilisé des écharpes. Non, mais il y a assez qui va bien. Allez, file. Femme de mauvaise vie. Elle a des franges aussi. Alors, elle a une ceinture, comme ça tu pourras marcher. Elle a des galons. Alors, voilà une chose intéressante. Je suis allée trop vite. J'ai lâché. Les galons vont être des éléments de richesse, bien sûr, puisque c'est quelque chose qui vient en plus de la quantité de tissu, en plus de la qualité de tissu et en plus de la couleur. Et donc on annonce une richesse supplémentaire en garnissant son vêtement. Ça gagne bien. Ouais. Bon, écoutez, tu es peut-être en fait dans une maison princière et quasiment esclave, vraisemblablement. François, donc quand même. Oui, bon. Je suis en fin de carrière, mais bon, j'ai bien gagné. Bon, du coup, tu m'avais perdre le fil. Bon, il y a une autre couleur
Des questions à propos de l'orange ou du jaune? T'en as? La couleur bleue. Alors là encore, une couleur très particulière parce que dans l'Antiquité, le bleu, on le trouve fréquemment en peinture, mais très peu au niveau des vêtements. Alors déjà, obtenir du bleu, c'est pas si facile que ça. On part d'une plante qui est la guède ou le pastel du teinturier. Cette plante, il faut faire tout un travail de fermentation pour obtenir ce qu'on appelle des cocagnes. Et aujourd'hui, on sait qu'il y avait autrefois des pays de cocagne. Les pays de cocagne étaient des pays qui fabriquaient justement ces boules de teinture et qui étaient donc des pays riches. Mais dans le monde romain, on ne trouve pas de pays de cocagne. Ça ne veut pas dire qu'ils ne connaissaient pas, ça veut dire qu'ils ne l'utilisaient pas. Par contre, chez les Celtes, le pastel du teinturier était utilisé en abondance et ils savaient très bien travailler le bleu et obtenir des bleus magnifiques. Avec du pastel, on obtient, voilà, la gamme de bleus qu'on peut obtenir avec du pastel de teinturier. On a quand même une belle gamme de bleus. Les Romains ne l'utilisent pas, les Celtes l'utilisent. Du coup, chez les Romains, on va avoir une espèce de retenue par rapport au bleu. On n'aime pas le bleu. D'ailleurs, lorsque Aristote décrit pour la première fois l'arc-en-ciel, quelque chose qu'on connaît tous, il cite toutes les couleurs sauf le bleu. Le bleu n'est pas cité dans l'arc-en-ciel d'Aristote. Certains se sont même posé la question, est-ce que les anciens n'avaient pas les mêmes yeux que nous et ne le voyaient pas? On ne parle jamais de ciel bleu dans l'Antiquité. On va dire éventuellement un ciel blanc ou un ciel gris. Oui, aujourd'hui, c'est ça. Mais on ne parle pas de ciel bleu. C'est étrange parce que nous, on le voit, enfin, quand il fait beau, on voit bien un ciel bleu. Ben, ce bleu ne marquait pas les Romains. Pourquoi? Ma foi, parce que ça ne les intéressait pas, vraisemblablement. Du coup, le bleu va être plutôt associé à un passage vers le monde souterrain des morts. Et du coup, on a des représentations de type Charon, donc le passeur vers les enfers. Les enfers, c'est pas forcément un endroit où il y a des flammes et des tortures, hein, c'est le monde des morts. On va avoir des représentations en bleu, et notamment à partir de la culture étrusque, qui, elle, a abondamment utilisé le bleu dans toutes ses peintures. Dans les tombes étrusques, on trouve très souvent des représentations de diables, qui sont les passeurs vers l'au-delà. Oui, on est dans une tombe, donc c'est le moment ou jamais de faire le passage. Ces diables sont peints en bleu. Ce qui est étrange, c'est que dans les peintures étrusques, on trouve énormément d'étoffes de ce genre-là. Je dis bien dans les peintures étrusques, parce qu'on n'a jamais retrouvé de vêtements étrusques. On est dans des périodes où il y a essentiellement des incinérations. Et du coup, pas question de trouver des tenues complètes. Sur les peintures, on voit très souvent comme ça une bande décorative bleue qui vient s'installer sur un vêtement, notamment des vêtements d'hommes. Et là se pose la question, est-ce que vraiment les Étrusques portaient du bleu ou est-ce que c'est la représentation picturale qui est bleue seulement, sans dire ce que portaient les gens pour de bon? On n'aura jamais la réponse puisque... à moins qu'un jour on trouve une sépulture intacte de 4 siècles avant Jésus-Christ ou 5 siècles avant Jésus-Christ, avec des échantillons d'étoffes. Peu probable quand même, mais on peut toujours espérer. J'aimerais bien savoir si les Étrusques portaient du bleu ou pas. Ce qui est sûr, c'est que leur diable, passeur d'un monde à l'autre, du monde des vivants au monde des morts, était représenté en bleu. Après, justement, puisqu'on a parlé plusieurs fois du Moyen-Âge, ce bleu change complètement de sens au Moyen-Âge. Ce n'est plus tout à fait la mort. Le bleu, ça devient effectivement le ciel. Et du coup, on va avoir des tas de bleus de ce type-là. Avant d'avoir le bleu roi, on a des bleus de ce type-là, qui sont des bleus associés très souvent à Marie. La Sainte Marie, Marie, la Mère de Dieu. Tout simplement parce que
C'est elle qui est montée aux cieux sans passer par la mort, au moins la mort telle qu'on l'entend. Hein, c'est une assomption. Mais en même temps, Marie est décrite dans les textes bibliques comme étant d'emblée en deuil de son fils. Parce que le jour où l'ange Gabriel lui annonce qu'elle va être mère, il lui annonce en même temps que ce fils aura une vie sur terre limitée et qu'il finira mal, tout au moins physiquement. Donc, Marie décrite toujours en souffrance par rapport à la mort annoncée de son fils. Et on est bien dans le bleu. Bon, après, le temps passe et là, du coup, le bleu explose, notamment avec le travail des verriers dans les vitraux de cathédrales. Le bleu avec du cobalt commence à prendre une place énorme et ce bleu devient la couleur royale. Et elle est encore royale aujourd'hui puisque c'est la couleur la plus représentée. Je crois qu'on arrive quand même au bout de toutes les couleurs. Il y a des couleurs de type anthracite obtenues avec de la gale de chêne. Il y a des éléments de teinture qui sont dans la cour de l'archevêché où vous avez des exemples de teinture végétale. Quand on a ce type de couleur, on rentre dans la notion de deuil dans l'Antiquité. Mais il n'est pas sûr que ce soit vraiment la couleur du deuil. C'est plutôt la notion de couleur foncée. Parce que le voile que je portais tout à l'heure, est un violet quand même assez sombre, pourrait être également couleur de deuil. Aujourd'hui, on parlera avec le violet. Il y a encore des personnes plus âgées qui parlent de demi-deuil. Hein, c'est-à-dire, dans un premier temps, on porte le deuil noir, et ensuite le deuil violet, le demi-deuil. Le noir, dans l'Antiquité, il n'y en a pas plus que ce qu'il y avait de blanc. On ne sait pas faire du vrai noir. Sauf en utilisant de la suie, du charbon et des choses comme ça. C'est-à-dire des matières minérales. Mais on ne sait pas teindre le tissu en noir. On sait avoir des tenues, des teintes foncées, mais pas du noir. Là aussi, le noir prendra de l'importance plus tard, lorsqu'on aura les moyens technologiques de le fabriquer. Comme couleur, il ne nous reste pas grand-chose. Peut-être une remarque sur le rayé. Tissu rayé, somme toute, c'est pas franchement celte, mais c'est pas romain non plus. Par contre, c'était déjà les rayures qui étaient présentes dans les zones sud-Moyen-Orient, c'est-à-dire les endroits où c'était l'Arabie actuelle, en fait. C'était leur habitude. Or, dans le monde romain, et ça se poursuivra dans le monde médiéval, et même encore aujourd'hui, la rayure était considérée comme impure. Alors, qu'est-ce que ça veut dire impur? Ça veut dire qu'il va être exclu du cercle des relations dans ce monde méditerranéen en particulier. Et ces rayures peuvent expliquer une espèce de, je n'ose prononcer le mot, de racisme à l'égard du Maghreb. On en a gardé quelque chose. Les rayures très présentes dans le Maghreb, d'ailleurs, vous reconnaissez le type de vêtements. Voilà. Très présente dans le Maghreb, la rayure, donc quelque chose de pas très fréquentable, qui a pu influencer l'arrivée des premiers émigrants, mais ça date pas de notre siècle. Hein. Au Moyen-Âge, c'était déjà comme ça. La rayure impure. D'ailleurs, chez les Romains, le mélange était impur. Pour obtenir, par exemple, une belle couleur verte, qu'est-ce que vous faites si vous n'avez pas du vert proprement dit? Il n'y a pas de plantes qui teignent en vert. Jaune et bleu. En mélangeant un beau jaune et un beau bleu, on obtient un beau vert.
les Romains ne voulaient pas le faire. Donc on ne trouve pas de vert chez les Romains non plus. Parce que cette notion de mélange est une notion impure. Bon, impure dans leur contexte. Nous, ça n'a pas du tout cette signification-là. Pourtant, nous, on aime bien mélanger, faire des cocktails de toutes sortes. Bon, ce qui n'était pas de leur fait. Quand je dis rayures, et ça dure encore aujourd'hui, pensez aux tenues des galériens, aux tenues des juifs en camp de concentration, etc. On a gardé involontairement, je pense que la plupart d'entre nous n'en avons pas conscience, mais on a gardé cette notion d'impureté à travers la rayure. Je disais le vert, notion d'impure. Pensez au fou au Moyen-Âge. Le fou, le nain qui faisait des pitreries devant la cour. La plupart du temps, il est habillé en vert. Résultat du mélange bleu et jaune. Bon, moi, je pense avoir fait le tour de l'essentiel de la symbolique des couleurs. Il faudrait quand même que je rende hommage à un archéologue qui a fait un gros travail sur les couleurs, mais sur les couleurs de l'Antiquité, Michel Pastoureau. Et je vous pose donc la... Ah! J'ai oublié une couleur. Heureusement que je prends mon pense-mètre. La pourpre, pardon? Le marron. Le marron couleur sombre, on va l'associer à l'anthracite et au... Alors le marron dans ses différents tons peut être facilement utilisé parce qu'il se rapproche de la bure. Mais quand il est teint, c'est plutôt qu'on appelle les couleurs sombres. Une couleur que j'avais oubliée, c'est la pourpre. Alors la pourpre, on se pose toujours la question de savoir exactement ce que c'est comme couleur. Ça pourrait être ça. Un rouge bordeaux, un peu sombre. Ça pourrait être ça. Un rouge un peu plus intense. Et ces couleurs-là s'obtiennent pas avec de la garance, mais s'obtiennent avec un coquillage. Une partie bien précise du coquillage. Le coquillage s'appelle le murex. Et on a trouvé des montagnes de coquilles correspondant à des ateliers de teinture de cette couleur dite pourpre. Alors, qui porte la pourpre? Et bien là, pour le coup, on est tout en haut de la pyramide sociale. Il y a la quantité, la qualité et la couleur la plus prisée, la couleur pourpre. Donc, on est dans le monde des empereurs, bien sûr, mais bon, ce qui vient juste avant, les consuls, les sénateurs. Monsieur, s'il vous plaît, vous voulez venir me rejoindre? Je vais vous faire revêtir. La pourpre est portée par les juges aux Jeux Olympiques en Grèce. Et on a encore, il y a certains magistrats en France qui portent encore la pourpre en fonction de leur grade. Je ne connais pas exactement les grades de la magistrature. Merci, comme ça je Il faudra le vérifier. Oui, vérifiez bien sûr. Quant au premier signe distinctif sur les juifs, ce sont les habits d'Espagne. C'est là où Ce sont les premiers. porter une coiffe spéciale. Ah, c'est chez la coiffe. Et Eh oui, évidemment, c'est toujours dans ce... Et ça se situe à quel siècle? Oui. Alors, évidemment, la tunique... La tunique glisserait mieux s'il n'y avait pas la chemise, etc. On va pas faire ça parce qu'on va être soumis à du jugement. Ah oui, je n'ai crainte qu'il ne voilà. Alors, j'ai fait revêtir à monsieur une tunique en thé. Rien. Et c'est la chemise dessous qui me pose problème. C'est ça, il fallait l'enlever. Bon. Les filles, vous viendrez m'aider, s'il vous plaît. Cette tunique, bon, elle est trop blanche, je l'ai trop lavée.
Voilà. Et je ne peux pas faire autrement, à moins de la reteindre pour lui redonner un aspect grège. Cette tunique vous fait penser à une tenue que vous avez déjà croisée dans votre vie ou dans vos lectures. Le monde religieux, d'une façon générale. Oui, que ce soit les prêtres, oui, on commence par le bas. De façon généreuse, madame. Les prêtres, avant de revêtir la grande chasuble, etc. Donc on est dans des tenues, en fait, qui relèvent de l'époque antique et qui ont perduré à travers l'Église, notamment l'Église catholique. La raison en est toute simple. À quel moment est née l'Église catholique? Chrétienne d'une façon générale, catholique plus particulièrement. Jésus. Sinon, on ne dirait pas 1er siècle avant Jésus, 1er siècle après Jésus. C'est Jésus qui fait la démarcation entre la période avant et la période après. Jésus représentant ô combien symbolique de cette nouvelle religion, Jésus devait être considéré en son temps comme un prédicateur, un philosophe. Et cette tenue-là n'est rien d'autre que la tenue de l'intellectuel de l'époque, tel quel monsieur pourrait être pédagogue, par exemple, enseignant. Mais il lui manque un instrument essentiel, hein, la férule. Ouais. C'était la pédagogie appliquée à l'époque. Voilà. Mais je parlais de pourpre, et du coup, après on va mettre une ceinture. C'est une question de décence. C'est une décence. Alors autant je serre les ceintures sur ces dames, je moins les serrer sur ces messieurs. On va lui mettre des galons. Mais, galons pourpres quand même. Non. Je suis pas sûre que le temps me laisse toute l'après-midi. Oui, ça va. Ça va aller? Moi, oui, mais c'est les suivants, quelque part. Ils ont du painter. Voilà. Là, tout de suite, hop, monsieur est visible, reconnaissable, avec ses galons de couleur pourpre, passant par les épaules, monsieur serait sénateur. Alors, sénateur, c'est déjà pas mal. Hein. Bon, on est déjà dans l'équipe dirigeante de la cité, dans des moyens financiers. C'est mieux que sacristain. Oui. Tout de suite. C'est agréable. Même pas canapé. Voilà. Grande promotion. Attention, ne pas confondre ces galons avec ceux de Laurent Le Paris. Alors, on va en montrer d'autres. Voilà. On pourrait avoir des tenues de ce genre-là, avec des galons sur les épaules, par exemple. Ça pourrait être aussi autour des manches et tout en bas. Voilà. Ce type de galon décoratif. Ah ben tu en as toi. J'avais. Fais attention. Voilà. Des galons décoratifs qui peuvent être en colure, le bas du vêtement, le bord des manches, etc. Mais surtout pas passant par les épaules. Ça, c'est un cas très particulier. C'est ce qu'on appelle des claves. Par latin, clave. Clou, bande, moyen mnémotechnique, clavicule. Ces galons qui passent par les clavicules sont des grades, mais vraiment comme les grades qu'on peut avoir sur des tenues militaires aujourd'hui. Là, ce type-là, c'est grade de sénateur. Et la pourpre, donc, obtenue à partir d'un coquillage, le murex, disais-je. Là, on est vraiment dans la symbolique du pouvoir, du triomphe. Tout le monde se souviendra que passer en 2 minutes
de sacristain à sénateur, c'est le triomphe. Ça me paraît. Bravo, monsieur. Voilà. Il existe des claves plus étroits, qu'on appelle les angusticlaves. Angustus, on a le mot aigu, nous en français. Aigu, l'angle aigu, c'est-à-dire celui qui est étroit. Angusticlaves, de petite taille, ça c'est des laticlaves, de large. Laticlaves. Donc la largeur des claves donne aussi une indication. Quand je vous disais au début qu'on est obligé de porter ce que l'on doit porter en fonction de sa position sociale, ça fait partie de ses obligations. Un sénateur est obligé de porter ses laticlaves sur son vêtement. Ça veut dire qu'il est reconnaissable dans la rue. Bon, il ne se promène pas forcément tout seul, mais de toute façon, il est reconnaissable. Nous, un sénateur peut se promener dans la rue s'il veut être incognito, il se met un pantalon, une chemise comme tout le monde, et à moins de le connaître personnellement, on ne peut pas savoir qu'il est sénateur. Et c'est une grande différence. Dans l'Antiquité, on connaît, on sait qui est qui fait quoi, et en gros, quelle est la fortune de chacun. Il n'y a que les esclaves qui ont des fortunes dissimulées, je dirais, puisque les esclaves peuvent aider leur maître en cas de difficulté financière. C'est arrivé et c'est cité dans plusieurs textes. Mais alors, si on est sénateur, ça veut dire qu'on est citoyen romain. Citoyen, ça veut dire qu'on a les droits de la cité. Et tout le monde n'a pas ces droits-là. Tous les voyageurs, tous les étrangers n'ont pas le droit du citoyen romain. Qui dit citoyen romain dit un vêtement très particulier, et je vous avouerai avec ce dernier vêtement très particulier dont on entend souvent parler, mais peu l'ont vu, des choses comme ça, qui est la toge. Pardon, excusez-moi. Hop, elle est là. On va essayer de la prendre du bon côté, comme le genre de tournage. Seule fois où on prend la toge avant. Tu t'es sur quoi? Non, je peux prendre. Bon. En voilà une. C'est pas la plus grande, c'est pas la plus petite. Je fais combien de temps? Voilà. Non, non, restez devant, monsieur. Ne vous enfuyez pas comme ça. Même plus près de moi, s'il vous plaît. Encore peut-être un peu plus. Merci. Voilà une toge qui fait 9 mètres de long. Elle est en drap de laine et elle pèse 4,5 kg. Voilà. Donc, vêtement qui est à la hauteur de la puissance du sénateur, mais du citoyen en général. Tout citoyen romain peut porter une toge. Peut porter une toge plus petite que celle-là. Il existe des toges qui font à peu près 6 mètres. Évidemment, 6 mètres, c'est moins luxueux, mais c'est quand même une toge. Les premières représentations de toge qu'on a, c'est sur des Étrusques, justement, où on voit un orateur, notamment, qui porte le précurseur de la toge. Monsieur, alors j'ai un petit souci là avec ce truc. On va peut-être se pousser, parce que ça va être dangereux. Voilà. Si vous voulez venir m'aider, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez prêter votre épaule à monsieur? Bien volontiers. Bras tendu. Voilà, on prend ses distances. Voilà. Alors la mise en place de la toge, vous en doutez, vu sa dimension, ça... Pas du monsieur. C'est la toge. Ça ne s'improvise pas. Donc, mise en place toujours sur l'épaule gauche, le côté du cœur. Et il va y avoir donc une accumulation de tissu côté cœur. C'est pour ça qu'il a fallu autant de coups de couteau pour tuer César. Merci, tu ne m'entends pas derrière. On va repasser sur l'épaule, c'est pour ça que j'ai demandé de l'aide. Vous avez fait une grande. Alors, on fait attention bien sûr.
On remet ça bien perpendiculairement. Hop. Et il me fallait une épaule à la hauteur. Vous remarquez que j'accumule du tissu au ras du cou. La toge va normalement jusqu'au poignet. Allez, on va repasser encore une fois. Cette fois-ci, je vais le repasser plus serré, sachant qu'il y a eu des modes là aussi dans les toges, et que quand on est dans les toges du 4e siècle après Jésus-Christ, c'est le contraire. C'est le premier tour qui est court et le deuxième qui est plus porte. Ouais. Et la 3e épaisseur, idem. Alors pour le moment, si on enlève l'appui du bras, tout dégringole. Je récupère tout ce tissu et je vais en faire un immense pli qui va en fait servir littéralement de bretelle. Comme si vous aviez un sac en bandoulière en fait. Ça doit se sentir à peu près comme ça. Et maintenant, on n'a plus besoin de l'appui sur le bras, sur l'épaule. Merci Et ça pour tient. votre conseil. C'est un peu en vrac encore, hein. Alors on va arranger ça, bien sûr. Et notamment, on va aller chercher le premier tour en passant sous le deuxième, ce qui constitue des véritables poches. C'est ce qu'on appelle les sinus. C'est vraiment des poches dans lesquelles on pouvait placer des objets. Pourquoi pas un rouleau de parchemin, un flacon de poivron, un morceau. Et si on a l'impression que la toge glisse, mais qu'à cela ne tienne, on a une véritable bretelle et on peut jouer sur ça pour stabiliser le vêtement. Alors, le geste auguste, c'est... Voilà. Là, voilà. Et oui, il y a la photo, bien sûr. La tenue du citoyen romain. Je disais, monsieur est sénateur. S'il avait été consul, on aurait retrouvé la même bande pourpre sur le bord de la toge. Au stade de consul, il y a une bande en plus. Quant à l'empereur, lui, il fait ce qu'il veut. La toge entière peut être pourpre, pourquoi pas. Prochaine fois. Peut-être. Peut-être. Mais franchement, je n'ai pas les moyens. Au rythme de ma progression sociale. Mais pour vous, je vous le souhaite. Je vous souhaite le statut d'empereur sous peu avec une toge Je reviens en soirée. entièrement pourpre. Voilà. Le sénateur va donc pouvoir nous faire un discours pour terminer cette soirée. Moi, je vais demander à toutes les personnes qui ont une tenue à l'ancienne. Carrément, on y va. Vous venez, s'il vous plaît, les filles. C'est pour le salut final. Ah ben oui, il faut ce qu'il faut. Il faut ce qu'il faut. Quoi, il y en a qui s'étaient déjà déshabillés. Ah, c'était celle-là qu'il fallait porter. Là, si vous déshabillez dessus. Je vous rappelle l'exomide, la mariée, le péplum, monsieur notre sénateur, notre danseuse, une matrone et moi-même qui ai dirigé ce moment. Merci de votre écoute et je vous souhaite une bonne soirée. Merci.